Bonjour à toutes et à tous, apprentis hackeuses et apprentis hackers. Alors, ce mois-ci, on est déjà en octobre, pardon, ça passe tellement vite. La rentrée est déjà derrière nous. Et donc, pour ce mois d'octobre, Melissa Miller est la hackeuse du mois. Et Melissa Miller, elle est notamment pentesteuse, comme elle l'explique dans cet article. Article dont je mets le lien sous la vidéo, comme à chaque fois. Et donc, avec son équipe, elle a eu l'idée de tester une application dont le code est généré par IA. Donc si on prend donc déjà l'objectif, ici qu'on voit en vert et rouge, c'est d'identifier les vulnérabilités qui vont donc être de plus en plus présentes puisqu'elles sont mal détectées et elles sont injectées par l'IA dans le code. Et les vulnérabilités qui vont être de moins en moins présentes puisque l'IA les gère comme il faut. Là on prend comme hypothèse que dans le futur il y aura de plus en plus d'applications dont le code est développé par intelligence artificielle. Donc si on regarde un peu la méthodologie appliquée par l'équipe, donc elles ont d'abord demandé à l'IA de coder une application web. Ensuite, elles ont demandé à l'IA de faire une revue du code et de suggérer des améliorations de sécurité. Elles ont implémenté ces améliorations de sécurité. Et enfin, elles ont fait un pentest, donc par des humaines, pas par des machines, pour vérifier s'il restait des vulnérabilités et si oui, lesquelles. Spoil, on va directement à la conclusion. Elle est où? Elle est là. Donc globalement, il y a deux types de vulnérabilités qui sont toujours là suite à du code développé en IA, malgré le fait d'avoir demandé à l'IA de bien vérifier le code. Donc c'est des vulnérabilités de type autorisation, donc ça on en a depuis longtemps et assez fréquemment, c'est toujours un problème délicat. Et les vulnérabilités de type logic business qui sont elles aussi là depuis longtemps et on en a peut-être moins souvent, mais c'est moins facile à identifier ces vulnérabilités là puisque ça nécessite quand on fait un test d'intrusion de prendre de la hauteur, du recul sur ce qu'on teste pour identifier les logiques qui peuvent poser problème. Par contre, là où l'IA est efficace en termes de génération de code, c'est pour éviter l'injection SQL, XSS, etc. Mais bon, de toute façon, ces injections elles sont déjà en baisse depuis que le développement utilise tout ce qui est quadriciel, donc les frameworks de développement qui aident à générer du code qui assainit correctement les données en entrée. Voilà donc pour cet article, n'hésitez pas à le lire dans le détail. Et donc du coup j'ai choisi ce mois-ci une machine out of the box qui illustre un peu cet article puisqu'elle va avoir des vulnérabilités vertes et rouges. Donc il y a une vulnérabilité qui illustre les vulnérabilités qu'on aura probablement plus dans le futur. Et des vulnérabilités une autre vulnérabilité qui, elle, devrait être de moins en moins présente dans le futur. Mais avant d'attaquer la machine, comme chaque mois, on a la Minute Frame. Alors, la Minute Frame ce mois-ci, c'est le fait que je suis passé 9e mondial dans le classement qui agrège les différents sites d'entraînement en hacking. Donc que ce soit Hack-the-Box, RootMe et cette palanquée de sites à droite. Donc au passage ça m'amène sur la seconde marche du podium français et c'est un peu une ère qui se tourne puisque Phoenix était en première position depuis longtemps, enfin première position française depuis une bonne dizaine d'années je crois, et je crois que ça fait un peu moins d'un an que c'est Lord Auric qui est sur la première marche du podium, et on verra si j'arrive à monter sur cette première marche. En termes de points je suis plus très loin, mais après ça peut dépendre de pas mal de paramètres. Et après la minute frime, on a la minute relou. Alors, la minute relou, ce mois-ci, c'est... donc la minute relou, je rappelle, c'est quoi déjà? C'est un sujet en lien avec le hacking qui est énervant ou attristant ou un peu des deux. Et là, c'est un peu les deux. Donc, Dirk Yann, qui est un hacker très connu, qui a remonté un paquet de vulnérabilités,
Et ben là il a remonté une vulnérabilité qui, comme il le dit lui-même, il n'en trouvera probablement pas d'autres dans sa carrière qui ont une impact aussi grosse. Pourquoi? Parce que cette vulnérabilité, son impact, c'est la possibilité, c'est toujours, mais elle a été corrigée depuis. Euh, donc c'est la possibilité de compromettre l'intégralité des tenant ID, des tenant Entra ID chez Microsoft. Donc en langage grand public, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il était possible, avec cette vulnérabilité, de prendre le contrôle de l'annuaire d'à peu près quasiment l'intégralité des entreprises européennes, et dans le monde aussi, hein, mais peut-être moins en Orient, enfin moins en tout cas en Chine et en Russie. Euh, mais toujours est-il que si on sort un peu du côté, enfin, qu'est-ce que ça veut dire prendre le contrôle d'un annuaire en termes d'impact? Bah, ça veut dire par exemple, moi j'ai déjà fait une investigation forensique où le client s'était fait hacker 10 millions puisque son compte Global Admin Microsoft s'était fait compromettre. Et donc là, ça veut dire que si cette vulnérabilité a été exploitée avant qu'elle soit remontée par, heureusement là c'est un hacker éthique qui l'a trouvé, les possibilités étaient soit de prendre beaucoup d'argent, et là dans ce cas-là, moi c'était une grosse entreprise qui s'en est sortie parce que voilà, elle avait une bonne assise financière, mais si c'était une PME, évidemment, elle n'aurait pas survécu. Et après, c'est pas que des conséquences financières, hein, même si aujourd'hui c'est ce qui intéresse le plus, puisqu'on est dans un monde capitaliste, mais ça peut être aussi des conséquences en termes d'extraction de données, secrets industriels, etc., etc. Bref, tout ça pour dire que, bon, moi j'ai 20 ans d'expérience, donc je peux pas remonter avant en termes d'expérience de ce que j'ai vu, mais il y a 20 ans, c'était quand même on mettait pas tous nos œufs dans le même panier, c'est-à-dire qu'il y avait quand même pas mal de boîtes qui n'étaient pas sur l'annuaire Microsoft, hein, qui étaient soit sur du Novell, soit sur du LDAP pur et dur. On avait quand même la majorité évidemment, hein, qui était déjà à l'époque sur Active Directory, mais la différence c'est qu'à l'époque le serveur Active Directory était au sein du réseau de l'entreprise, alors qu'aujourd'hui ce serveur il est au sein du cloud de Microsoft. Donc à l'époque on pouvait pas compromettre je sais pas combien de pourcentage des entreprises européennes d'un coup quoi. Euh, voilà, donc c'est particulièrement inquiétant puisque on a en plus maintenant Trump aux États-Unis qui commence à choisir qui est directeur et directrice au sein de Microsoft. Donc vu le personnage très instable, il se pourrait aussi qu'il y ait des conséquences et une ingérence de l'État dans Microsoft qui pose aussi de nombreux problèmes au niveau mondial. Bref, donc tout ça pour dire que je suis assez surpris, j'ai du mal à comprendre pourquoi les entreprises ne cherchent pas des alternatives, et pourquoi aussi on autorise Microsoft à avoir un tel monopole sur cette fourniture de services. Voilà pour la minute relou, et on peut passer à présent à la machine du mois. La machine du mois qui est nocturnale, puisque la nuit l'IA voit gris comme le jour. Alors c'est parti. Donc comme chaque mois pour gagner du temps, j'ai déjà fait le scan and map. Donc on a le port 2280 ouvert, donc du SSH et du HTTP. On voit que la machine s'appelle nocturnal.htb. Et comme je l'ai montré il n'y a pas longtemps, parfois c'est intéressant s'il y a du routage qui est fait en fonction de l'hôte, de faire un scan and map pas sur l'IP mais sur le nom d'hôte. Donc on va le faire. Hop. Et est-ce que ça nous renvoie quelque chose de différent par rapport au scan sur le même port avec l'IP? Oui, il nous renvoie que en plus il y a un cookie PHP SSID. C'est un cookie très connu, hein, qui permet de suivre les sessions en PHP. Donc ça nous dit que la cible est en PHP. Pour faire ça, hein, j'ai mis à jour le fichier host, hein, comme toujours. Il faut bien vérifier l'IP, hein, parce que maintenant les IP bougent sur Xbox, enfin pas en milieu de session, mais quand on redémarre une machine, une VM Xbox, ça peut changer d'IP maintenant.
Ok, alors, bah maintenant qu'on a ça, on va aller voir à quoi ressemble le site nocturnal.htb. J'ai déjà un burp de lancer, donc j'utilise un navigateur, comme ça on aura l'historique dans burp. Pardon, je suis allé directement sur register. Dans un premier temps, on tombe sur ça. On voit que c'est un site qui permet de téléverser des fichiers sur le serveur. Et donc on peut s'enregistrer. Et donc je vais m'enregistrer en tant que Lisbeth par exemple. Donc maintenant que je suis enregistré, je peux me connecter en tant que Lisbeth. Au passage, on regarde le code source, on voit que c'est relativement clean. J'ai mis un mot de passe bidon, on s'en fout. Ok, donc on tombe sur une interface où on peut uploader des fichiers. Donc si je prends par exemple une petite capture d'écran pour avoir une image et que je upload cette image, je l'ai appelé 1.png, c'est juste une capture de ça, hein. Un carré noir. On voit que ça marche pas puisqu'il faut plutôt envoyer des documents, PDF, doc, Excel, ODT. Ok, bon bah on va créer un ODT, hein. Donc là moi je suis sur un Linux, donc je vais ouvrir, enfin j'ai ouvert déjà LibreOffice, je me suis créé un fichier qui est vide mais peu importe. Je l'ai appelé lisbeth file.odt. Donc je vais prendre ce fichier lisbeth file.odt, je l'envoie, et là ça marche. On obtient un lien qui permet de télécharger le fichier qu'on a uploadé. Un lien qui a une tronche un peu bizarre comme on peut le voir en bas à gauche, hein. Donc on a le username en paramètres et le nom de fichier en paramètres, donc ça donne envie de creuser. Et déjà si je clique dessus, que je télécharge, on voit que ça me permet de télécharger le même fichier en gros, hein. Et si je vais sur la machine Nocturnal et que je le télécharge, je peux faire une comparaison MD5 et ça va dire que c'est le même fichier, on s'en fout un peu, mais ça permet de confirmer qu'il n'y a pas de modification du fichier sur le serveur. Donc si je fais ça, on va plutôt faire Lisbeth file étoile, ça sera plus simple. Ok. Donc, comme on l'a dit, hein, le lien est un peu bizarre. Donc allons voir dans burp. Alors, faut penser à activer le binary content parce que là, ça renvoie du binaire directement à un point .dt. Voilà. Dans les filtres, sinon il le filtre par défaut. Donc ce fameux lien qui est un peu bizarre, on va jouer avec. Donc je fais CTRL R, CTRL SHIFT R. Et je l'envoie dans Repeater. Dans Repeater, donc déjà je le rejoue. Je vois que ça marche, on peut l'utiliser plusieurs fois. Ok. Donc là, je joue avec le premier paramètre. Et je vais essayer de l'appeler, de changer d'utilisateur, donc mettre par exemple Tenflow à la place. Et on voit que ça me renvoie un user not found. On voit mieux quand je fais un render. Ok. Donc après j'aurais pu essayer de jouer avec l'extension de fichier, voir si je peux pas genre faire du PHP, exécuter du code sur la cible. Mais a priori non, il vérifie bien l'extension. Là ce qui était bizarre aussi c'est que quand j'ai mis c'était le 2, c'était le 3. Voilà. Quand on a un user not found, on se dit peut-être que je peux faire de l'énumération d'utilisateurs grâce à ça. Donc pour être sûr, il suffit de créer un autre utilisateur. Donc j'y vais en session incognito pour pouvoir ouvrir une deuxième session parallèle sur la cible. Nocturnal register. Ici, ce coup-ci, je vais créer un compte Tenflow. Je me connecte, mais en vrai, il n'y a même pas besoin de se connecter, hein, je suis en train de penser. Et donc là, si je rejoue la requête Tenflow, et bien là, donc il me dit pas user account n'existe pas. Donc déjà, on peut énumérer les comptes utilisateurs. Donc c'est une première petite vulnérabilité. Et on a un available files for download, donc ça c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre.
est-ce que ça voudrait dire qu'on peut afficher les fichiers du compte en question? Donc pour cela, je vais uploader un fichier sous le compte Tenflow. Donc pour pas me mélanger, je vais copier juste lisbeth-file et le renommer en Tenflow file. Et donc je vais l'uploader avec le compte Tenflow ici. Comme ça on a un fichier Tenflow sur la cible et ça permet de voir si depuis le compte Lisbeth elle peut voir ce fichier. Et bien si elle le voit, donc là il y a une faille importante, une faille IDOR. Alors IDOR c'est IDOR pour Insecure Direct Object Reference. Et donc en gros c'est une vulnérabilité sur les contrôles d'accès qui se base sur un objet qui est accessible directement avec une donnée qui est manipulable par l'attaquante. Donc là l'idée c'est que l'objet il est accédé à travers le nom d'utilisateur, et comme ce nom d'utilisateur est modifiable par l'attaquante, et ben je peux mettre la valeur que je veux et donc afficher les fichiers des autres utilisateurs. Et donc les vulnérabilités IDOR, ça fait partie, si je reviens sur l'article, des vulnérabilités qui seront a priori de plus en plus présentes dans le futur, parce que l'IA les gère pas bien. Ok. Alors maintenant que j'ai cette vulnérabilité, comment je peux l'exploiter dans ce contexte-là? Bah là l'idée c'est que on a depuis Lisbeth, je peux accéder aux fichiers Tenflow, bon ça on s'en fout, hein, c'est les comptes que j'ai moi créés et donc les fichiers que j'ai moi envoyés. Mais donc on va essayer d'aller sur le serveur et identifier s'il n'y a pas d'autres utilisateurs qui peuvent avoir un fichier téléversé, donc uploadé sur le serveur. Donc pour ça il faut qu'on identifie des noms d'utilisateurs présents dans l'application. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire du FFUF qu'on a déjà fait sur Acksize. Alors si j'arrive à faire un copier-coller, j'ai l'impression qu'il ne veut plus. Non, il ne veut plus. Alors je fais une pause pour essayer de réactiver le copier-coller. Bon, du coup, pour aller plus vite et chercher pourquoi le copier-coller ne marchait plus, j'ai redémarré simplement la VM. Donc là, du coup, quand j'avais dû tout fermer, j'ai réouvert une session sur le site. Et donc, je récupère cette session pour pouvoir faire l'énumération d'utilisateurs sur la cible avec FFUF. Donc, je rappelle que la syntaxe c'est l'URL, fuzz c'est ce qu'on veut énumérer, donc là ce qu'on veut énumérer c'est le nom de l'utilisateur, le paramètre username. Ici j'ai mis donc en paramètre en cookie la session que j'ai récupérée ici. La liste des mots je l'ai pris dans cette liste, il y a une liste username connue. Et j'ai mis -f user not found puisque si on se souvient, ouais du coup je l'ai pu, mais si je vais sur ce lien et que je mets un utilisateur qui n'existe pas, hop, on voit que ça met user not found, hein, donc là l'idée c'est que s'il trouve user not found, c'est que l'utilisateur n'existe pas. S'il ne le trouve pas, c'est que l'utilisateur existe. Donc je lance la liste et il me trouve 4 noms d'utilisateurs, dont Lisbeth, mais Lisbeth c'est nous qui l'avons créé donc on le savait. Du coup, bah, il ne reste plus qu'à regarder si ces utilisateurs ont des fichiers téléversés sur le site. Donc ici, je mets admin. Là, on voit qu'il n'a aucun fichier associé. Pardon. On va essayer Amanda. Et Amanda, elle a un fichier qui s'appelle privacy.odt. Donc je vais le télécharger. Ici il faut faire keep hein, parce que c'est du HTTP, donc comme c'est pas secure, Chromium demande une confirmation.
Et donc si j'ouvre ce privé ici .odt avec LibreOffice, on voit ici que c'est un document qui indique que Amanda a un mot de passe temporaire. Donc ça donne envie de vérifier si Amanda a modifié ce mot de passe temporaire ou si c'est encore le mot de passe d'Amanda. Donc pour ça, simplement je me déconnecte de ma session et je me connecte en tant que Amanda en copier-collant, en copiant ce mot de passe assez long. C'est plus simple de ne pas le taper. Voilà, on voit que ça fonctionne. Elle n'a pas modifié ce mot de passe temporaire et en plus, par rapport à nous, elle a accès à un panneau d'administration. Qui semble permettre de faire un backup, une sauvegarde. Donc quand on fait de l'offensif depuis un petit bout de temps, on sait que les backups c'est des choses particulièrement intéressantes à creuser. Tout simplement parce que dans les backups en général, c'est de la sauvegarde et donc ça sauvegarde les données, et dans les données il y a notamment les données sensibles. Souvent. C'est rare les sauvegardes qui retirent les données sensibles avant de faire la sauvegarde. Après il faut se placer aussi d'un point de vue post-compromission, lorsqu'il y a un déploiement de rançongiciel, regarder les backups pour vérifier si on a les droits d'écriture sur les backups, c'est aussi intéressant pour les compromettre et éviter que la cible redémarre sur ses sauvegardes et du coup n'ait pas à payer la rançon. D'où le fait que c'est très important la configuration des sauvegardes. Bon, donc allons voir comment ça marche. Donc a priori on peut faire un create backup, mais il faut mettre un mot de passe. Donc j'écris Lisbeth ou peu importe un mot de passe. Je clique sur create backup, ça me génère un lien avec une archive et ici quand on a l'habitude de jouer avec zip en CLI, on voit que ça ressemble beaucoup à la sortie d'un zip. Mais bon, il n'y a pas besoin de le savoir, même si on n'a pas l'habitude de ça. En téléchargeant l'archive, on va retrouver la même information. Donc je télécharge l'archive, je la dézip, je remets le même mot de passe que j'ai mis. Donc on voit effectivement que ça ressemble ici, mais dans l'autre sens, là c'est la décompression et pas la compression. Ok, donc on a différents fichiers qui semblent être des codes sources, probablement le code source du cible. Donc là, admin.php, a priori son code source c'est admin.php. Vérifions ça de suite. Alors, ça ressemble effectivement à ce qu'on a, surtout si on va sur la partie en bas, on voit bien qu'il y a le bouton Create Backup, donc ça correspond bien au code avec ce bouton là. Donc si on regarde rapidement, on voit qu'il y a des exceptions pour l'admin et la mandat, ce qui explique pourquoi probablement on n'avait pas accès à ce admin.php. Il y a une fonction pour assainir les chemins de fichiers, une fonction pour lister les fichiers PHP, ce qu'on voit ici, la liste des fichiers PHP, une fonction pour nettoyer une entrée, donc a priori pour détecter tout ce qui est injection de caractères. Donc le code source qui s'affiche, HTML, et à la fin on a le fameux bouton et comment est traité le bouton. Donc on a le nom du fichier, si on a un mot de passe et on a la fameuse commande zip qui génère l'archive et comme on l'avait deviné c'est bien zip qui est utilisé du coup. Donc cette façon de faire ça nous fait penser tout de suite à l'injection de commande. Pourquoi? Parce que la variable password vient de notre requête, donc on peut la modifier et donc on a la main sur ça. Donc globalement si je transforme cette ligne PHP en commande bash, donc là ce sera en gros le nom du fichier sorti, on s'en fout, je mets le file à la place,
Là c'est le nom du fichier backup, j'appelle ça backup file. Et là c'est l'endroit où on a la main. Donc ici je peux injecter tout ce que je veux, pas vraiment, puisqu'on voit que d'abord ça passe par clean and try, et clean and try ça nous empêche de mettre les caractères assez courants dans l'injection de commande, à savoir point virgule, pipe, et les autres. Du coup, quand on voit ça, bon là il y a plusieurs méthodes, bon, plusieurs méthodes, il y a plusieurs réflexes différents. En tout cas, cette commande, donc, elle est exécutée ensuite par un proc open, donc elle est bien exécutée sur le système. Et elle est exécutée donc à partir de l'entrée du poste de backup. Donc en fait, si on vient ici, je peux carrément modifier le mot de passe et essayer de faire l'input d'ici, mais comme on va avoir de l'encodage entre le formulaire et la requête en elle-même, c'est peut-être plus intelligent de prendre la requête post avec le mot de passe ici qu'on peut injecter. CTRL R, CTRL SHIFT R, je le mets dans repeater, et comme ça on va jouer d'ici pour injecter la commande. Alors d'abord, il faut trouver comment contourner la liste noire. Donc dans la vraie vie, on en voit peu, mais ça arrive, hein, et étonnamment d'ailleurs, c'est arrivé la semaine dernière à des collègues dans leur mission, ils avaient dans le code des trucs des fois hallucinants sur comment savoir si c'est du JavaScript et une injection de code, enfin bref. Des fois, il y a des gens qui essaient de réinventer leur roue et c'est pas une bonne idée. Bref, donc là, ce qui manque, c'est assez classique hein, dans les listes noires, en tout cas plutôt sur les challenges que chez les clients dans la vraie vie. Il manque souvent le retour à la ligne. Donc là, on voit qu'effectivement, il n'y a pas le retour à la ligne. Donc typiquement, si je prends la commande ici, je vais la mettre dans un, ou on peut la laisser là. Donc ici, si je fais un retour à la ligne, bah typiquement, donc là, je vais mettre Toto comme mot de passe, on s'en fout. Et ici, je vais pouvoir injecter une commande. Et le reste, ça va me faire chier, donc je vais mettre un dièse. Le dièse est autorisé, hein, si on revient sur la liste. Ici, le dièse y passe, comme donc le retour à la ligne. Donc je vais pouvoir injecter une commande ici. Alors là, le problème, c'est qu'il va falloir faire un truc du style bash-c id, et du coup on va avoir besoin d'un espace, et le problème c'est que l'espace il est interdit ici, donc on peut chercher à essayer de s'en passer. On peut essayer de le remplacer par le $IPS là qui est souvent utilisé. Mais il y a une solution plus simple ici, c'est que le tabulation n'est pas bloqué. Donc on peut utiliser tabulation. Donc je vais pouvoir mettre ici des tabulations. Et ça devrait le faire. Donc je prends tout ça. Je le mets à la place du password. Donc avant on a Toto et on a un retour à la ligne. Le retour à la ligne en URL encoded c'est 0A. Et ici il nous faut une tabulation et en URL encoded tabulation c'est 0,9. Voilà, donc est-ce que ça fonctionne? Parfait, on voit que ça exécute bien mon ID. Donc l'injection est fonctionnelle. Voilà, bah donc maintenant ce qu'il faut faire c'est avoir idéalement un reverse shell, ou en tout cas un shell avec cette injection de commande. Donc ce que je vais faire c'est que je vais créer, il y a plusieurs solutions mais je trouve que celle-ci est relativement la plus simple, créer un reverse shell
dans un fichier SH, donc je vais créer un répertoire www qui va me servir de site web, on va dire. Ici, on va créer un ref.sh. Je vais mettre dedans évidemment du code reverse shell pour aller taper mon IP visible par la machine attaquée. Tac. Je vais utiliser un reverse shell qu'on a utilisé beaucoup de fois sur Acksize, donc pas de nouveauté majeure. Et ce reverse shell, je l'ai donc mis dans le répertoire www que je partage en web. Et donc, je lance aussi un reverse shell, un service en écoute, donc là Penelope comme celui que j'ai utilisé le mois dernier. Et dans mon reverse shell, je vérifie, je me rappelle plus, je crois que j'ai bien mis le port le port 444. Oui, c'est bien ça. Donc a priori, le truc en écoute sur le 444, donc ça c'est bon. Le serveur HTTP est en écoute pour aller récupérer ce fichier. Et après, une fois que ce fichier est exécuté, je pourrais récupérer le reverse shell ici. Donc pour récupérer le fichier, je vais utiliser curl. Donc ici, au lieu de faire toto id, on va faire curl donc 10.10.16.42 si je dis pas de bêtises, 1 slash rev.sh. Et donc l'espace, faut le remplacer par un tabulation %09. Est-ce que ça marche? Oui, on reçoit bien une requête, donc a priori c'est bon. Du coup là l'inconvénient c'est que curl il écrit pas le fichier sur le système, donc il faut faire un -o rev.sh et ensuite il faut faire un retour à la ligne %0a et on exécute le ref.sh. Et donc il faut remettre des tabulations à la place des espaces, donc un ici, /rev ici. Je pense qu'on est pas mal. Voyons voir. J'ai bien une requête sur le serveur HTTP et j'ai bien une exécution qui me déclenche un reverse shell en tant que www-data sur la cible. Donc l'injection de commande a fonctionné. Comme d'habitude, je suis bon chemin pour que la vidéo soit pas trop longue. Donc à partir de là, on fait un peu d'énumération. On voit qu'on a des utilisateurs on voit qu'on a comme utilisateur qui a le droit d'avoir un shell Tobias, ISP, APPS et ISP config et route évidemment. Si on se promène dans le répertoire auquel on a à présent accès, on voit qu'il y a un répertoire Nocturnal Database. Zut. Dans ce répertoire, on a une base de données, en tout cas un fichier .db. Si on fait un file dessus, c'est bien une base de données. Donc si je fais un SQLite 3 sur ce fichier, je regarde un peu les tables de cette base de données. On a la table users qui semble intéressant. On va faire users on pour afficher les en-têtes de colonne et un select étoile from users. On récupère des hashes qui ressemblent beaucoup à des HMD5. Donc ce qu'on peut faire, c'est aller sur CrackStation et mettre ces hashes. Donc comme moi je sais lequel va nous intéresser, je mets directement le bon, mais sinon on les mettrait tous. Hop. Et ça craque ce HMD5. Donc on a le mot de passe a priori qui correspond à Tobias. Ok, donc maintenant qu'on a ce mot de passe là, on va essayer de voir si je peux me connecter au compte de Tobias avec ce mot de passe. Ça marche. Et tant qu'à faire, pour que ce soit plus propre, autant y aller avec une session SSH nocturnal.htp. Parce qu'a priori c'est un compte système, donc si Tobias a les droits SSH, c'est bon. On peut y aller en SSH. Parfait, alors maintenant que j'ai la session de Tobias, déjà j'ai peut-être le flag user. Ouais.
Donc on a compromis l'utilisateur Tobias de la machine. Ensuite on fait de l'énumération. L'énumération, pour gagner du temps, je vais directement sur celle qui est intéressante. Et celle qui est intéressante, c'est qu'il y a le serveur, enfin un service en écoute sur le 8080 sur l'interface locale uniquement. Si on va sur var www, on voit que il y a plusieurs choses. Donc il y a nocturnal.htb qu'on connaît déjà, et il y a ispconfig qui renvoie vers autre chose. Si j'essaye d'aller dans ispconfig, j'ai pas les droits. Donc ce que je vais faire, c'est essayer de taper le port 8080 en faisant une redirection à l'aide d'un tunnel SSH. Je coupe mon serveur HTTP, je crée le tunnel SSH qui me permettra de renvoyer sur mon interface locale port 9001 vers le port 8080 sur la machine cible. Le mot de passe, on l'a ici. Voilà, le tunnel est monté, donc maintenant j'essaie de taper à la limite directement avec Chromium, enfin avec Burp, hein, comme ça on filtre les flux au passage. Et on voit que c'est bien ispconfig, hein, c'est le nom qui correspond à ce qu'on avait vu ici. Et ce qu'on avait vu aussi dans le fichier tc password, je sais plus où c'était. Voilà. Ici on avait vu que ispconfig il y avait bien un shell associé, donc ça semble être le prochain utilisateur qu'il faut cibler. Prochain compte utilisateur. Alors si on regarde sur internet, ispconfig c'est quoi? C'est un panneau d'administration en web pour gérer en gros un ou plusieurs serveurs à travers ce panneau d'administration. Ici donc, si on essaye Tobias, ça marchera pas. Par contre, si on essaye admin avec le mot de passe de Tobias, ça passe. Donc ça c'est lié au fait que c'est tout simplement Tobias qui est admin et il a réutilisé son mot de passe mais sans changer le nom du compte admin. Donc c'est classique. Maintenant qu'on a accès à cet outil d'administration qui se charge avec une lenteur affligeante, voilà. Je sais plus où c'est, je crois que c'est dans Help. Si on veut avoir sa version, non. Ah si, c'est là. Donc là on a son numéro de version, donc si on cherche une vulnérabilité avec ce numéro de version, ispconfig vulnerabilities. La première CVE qui sort, c'est la 46 de 818, qui semble donc affecter la version avant 3.2.11p1. Ça tombe bien, on est en 3.2.10p1, donc elle est vulnérable. Et a priori, c'est une vulnérabilité qui concerne de l'injection de code PHP. Donc, comme son nom l'indique, qui permettra d'injecter du code, et quand on peut injecter du code PHP, on peut exécuter du code sur la cible, et donc la cible tournant probablement avec les droits de l'utilisateur ispconfig, on devrait pouvoir effectuer un mouvement latéral, voire privesque, on ne sait pas trop encore. Donc pour l'exploitation de cette CVE, eh bien, pas de mystère, je vais vérifier s'il n'y a pas déjà des choses qui existent. Exploit CVE. On en a plusieurs. Moi j'avoue que j'avais joué avec celui-là. Donc les autres marchent peut-être aussi, mais j'ai pas pris le temps de lire leur code. Du coup, je vais faire un git clone de ça. On va le faire en bas à gauche, tiens, on n'a encore rien. Git clone de ça. Je vais dans le répertoire qu'il a créé, CVE. Je mets ça en grand. Parfait, il n'y a pas besoin de librairie particulière. Et donc il veut en paramètre l'URL, donc dans notre cas c'est http localhost 9001. Le username c'est admin et le mot de passe c'est slowmotion. Et là, Apocalypse.
Nickel, ça marche du premier coup, on est route et on peut afficher le flag route. On a intégralement compris cette machine cible. Donc, d'un point de vue Blue Team, si on devait défendre cette machine, qu'est-ce qu'on a fait comme erreur? On a en premier la fameuse IDOR, hein. Donc même si c'était du code généré par IA, on aurait peut-être fait la même erreur, comme le dit l'article qu'on a vu au début de cette vidéo. Ensuite, il y a pas mal de petites choses qui vont pas sur cette machine. On a le fait que il y a un mot de passe qui est stocké en clair dans un fichier, mot de passe temporaire. Ce mot de passe temporaire qui n'est pas si temporaire que ça. En fait, on sait pas. J'ai pas vérifié la date du fichier par rapport à la date d'attaque, mais toujours est-il que le mot de passe nous a permis de nous connecter sur le compte de Amanda, Amanda qui avait un panneau d'administration vulnérable à une injection de commande, ce qui est de moins en moins réaliste, hein, aujourd'hui. Ça, ces injections de commande, on n'en voit plus beaucoup, comme on l'a dit au début de la vidéo, en lisant l'article. Ensuite, on avait quoi qui n'allait pas? On avait le fait que dans la base de données, les mots de passe étaient avec un H en MD5, on peut utiliser un truc un peu plus dur que du MD5 aujourd'hui, et en plus le mot de passe était facile à craquer, donc utiliser des mots de passe plus robustes, enfin surtout plus longs. En plus réutilisation de mots de passe, hein, donc Tobias avait son mot de passe à la fois sur l'interface d'administration du produit, sur l'OS avec le compte SSH et sur le produit ISP-config. ISP-config n'étant en plus pas à jour, ça faisait encore une autre chose que la Blue Team aurait dû corriger. Tout ça nous a permis de compromettre intégralement cette machine, et une fois qu'on est là, on peut encore faire plein de choses au sein d'entreprise, rebondir, extraire des données, mettre des pièges, etc. etc. Voilà pour ce mois-ci, j'espère que vous avez appris des choses, et je vous dis à la fois prochaine pour faire un pas de plus vers le niveau hacking de Lisbeth Salander.